Ce matin, je me suis levé avec l'envie de marquer ma gratitude pour toutes ces personnes qui prennent un peu de leur temps chaque matin pour nous suivre. On se lève le matin, on allume la télévision, on prend le téléphone portable parce qu'on a RTI Mobile, qu'on télécharge sur App Store et Play Store. Il y a plein de personnes qui nous suivent sur le net. Merci de nous suivre, merci de nous apporter vos critiques et surtout, merci d'être connectés pour apprécier la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Et le rendez-vous, vous le connaissez, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur avec un matin plein de bonheur qu'on essaie de vous donner. En tout cas, on espère que vous appréciez ce que nous vous donnons tous les matins. C'est une forme de petit-déj. Oui, et dans ce petit-déj, il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a l'actualité, il y a le sport de temps en temps. Il y a aussi de la musique, de la culture. On essaie de voyager à travers notre vie et tout, notre vie culturelle de racines et traditions. On a le droit, comme aujourd'hui, mardi, on a l'intégrale qu'on vous propose au fil des astuces les mercredis. On parle santé de temps en temps. On parle diététique aussi. Et nous avons de l'art que nous vous proposons tous les jeudis. On essaie de faire le tour de la Côte d'Ivoire avec ceux-là même qui font bouger ce pays à leur manière. On va donc vous permettre d'apprécier ceux aussi qui font bouger cette émission au quotidien. On démarre bien sûr avec l'expert en actualité, revue de presse, revue des unes, l'intégrale, instant vérité et enquête. Ah oui, parce que les enquêtes, on en a aussi dans cette émission. Depuis peu, on en aura une enquête qu'on est en train de peaufiner un temps soit peu pour vous. Renaud. Yes. Très cher. Ça dit quoi? Bon lundi. Oui, non, mardi. Mais t'as dit quoi? C'est la semaine commence. Hier, là, c'était... Ah, bon, vu comme ça. Voilà. Vu comme ça, hier, là, c'était... Ça compte pas pour hier. C'est pour aujourd'hui qui compte. On démarre aujourd'hui. La semaine commence véritablement aujourd'hui avec l'intégrale de la revue. C'est ça, l'intégrale de la revue de presse. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de... Docteur Topé, oui, qui va venir. Docteur Amidou Touré, désolé, pas la semaine. Comment ça va? J'aime bien le haut. Bonjour, docteur. Ça va, moi, j'aime tout ce qui est senteur africaine et tout. J'aime bien la broderie. C'est Mimi. Ah, ça va avec les chaussures? Merci. Oh là là. Oh là là. Les petits plats dans les grands. Mais oui, quand même. Au détail près. Mais oui, j'aime bien. Vous savez, avec cette tenue, vous allez dans tout. Mariage, baptême, anniversaire, cérémonie chez le président, chez les ministres. Mais c'est sur le président, là, vous voulez? Oui, bien sûr. Attends, qui est fou? Qui est fou? Pardon, je ne dis pas là-bas. Sandrine Adon, qui va donc venir... Sandrine Adon, je la titillais tout à l'heure, je disais que j'aimais bien ces escarpins de couleur rouge. On va s'installer, voilà. Elle casse le rythme un peu. En haut, il y a du bleu, et puis en bas, il y a du rouge. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bien dormi, docteur Topé? Oh, bien réveillé. Bien réveillé. Oui. OK. On a pris la route tôt. C'est ce qui se passe du côté de Benjerville en ce moment. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'on a même fermé, il y a une voie qui a été fermée à la circulation. Les baoulés ne sont pas encore entrés. Oui, et puis les mais j'ai bien profité. Oui, en congé de Pâques. En congé de Pâques, donc ça va. Oui, ça va. Donc c'est plus fluide. Quoi qu'il y a une voie qui est fermée à la circulation. OK. Voilà. Il faut passer par où? On a dit... on contourne. L'ancienne voie de Benjerville. Voilà, exactement. On passe par le camp, là, par l'ancien camp. Par l'ancien camp. Donc l'ancienne voie de Benjerville, Carrefour Bata, on prend tout droit jusqu'à... Mais tu connais bien mon quartier? Oh, j'ai vécu à Bata, donc je connais bien la zone. Je connais très bien la zone. Et ces embouteillages qui commençaient avant à 6h moins. Non. Si à 6h30. Bon, aujourd'hui, ça veut dire non, que pas à 6h. c'est à 4h que ça commence. Voilà. Avec la fermeture de la voie. Voilà. Non, comme on j'étais à Bata, la voie d'Abata, c'était 6h00. Tu ne peux plus sortir. Oh, ça commence à aller. Je pense que ça va aller encore mieux quand on va ouvrir Oui, forcément. Le pont, là, la circulation. Ouais, je pense que ça va aller. On espère bien. Sandrine Adon, oui. Elle n'a pas ce problème, même si le latri peut la traumatiser souvent. Oui, bon, c'est plutôt le chauffeur, mais bon. Ah bon, C'est lui qui se trompe tous les jours, mais bon. Mais Sandrine Adon, je ne sais pas, je pense qu'on va prier pour elle, parce que son chauffeur se trompe de route chaque matin. Il veut prolonger le trajet avec elle pour profiter de sa présence. Je pense que comme on sort de la Pâques, on verra la semaine prochaine. Je pense que ça va être le prochain naturellement. Bien sûr. Alors, on aura l'intégrale de la revue, Renaud. Oui, c'est combien d'arrêts aujourd'hui? On va en marquer 4. C'est vrai qu'on a 5 titres, mais c'est 4 informations.
Ouais. Ce sont les arrêts de bus. Quand on arrive, on attend le bus oui, plus longtemps. Donc, comprenez que ça va un peu durer. Voilà. Oui, ça va un peu durer. Oui. Et aujourd'hui, naturellement, on va parler du décès du pape François. Oui. Le pape François qui nous a quittés lundi de Pâques, hier. Oui. Donc, on va en parler. Puis, on va parler aussi de la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, M. Santos Simaro, qui était à Abidjan en fin de semaine dernière, qui a rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, et tous les acteurs des élections, dont le président de la CEI et puis les différents responsables de partis politiques. Et puis aussi, on va parler du report du congrès du RHDP. Le congrès du RHDP qui devait se tenir au mois de mai et qui a été reporté en juin de cette année. Voilà, on va avec Dr Topé évoquer tous ces sujets. Ça peut aller, docteur? Oui, ça peut aller. Oui, bien. OK. Pas que triste avec la nouvelle du départ du pape. Oui. Et franchement. puis, bon, enfin, il a célébré, je veux dire, sa dernière messe, sa dernière sortie. Oui. Et puis, quoique moi j'ai vu les images, c'était lourd. Il était fatigué. Oui, il était fatigué. Depuis Vraiment longtemps, fatigué. il était rongé par la maladie, depuis plusieurs mois. Et on peut dire qu'il est bien mort, parce qu'il est mort le jour de la résurrection du Christ. Donc voilà, franchement, il est bien parti. Oui, il est bien parti. Il a pu quand même faire sa dernière messe. Oui. Sa dernière bénédiction. Pas n'importe quelle dernière bénédiction. Donc, une belle pensée pour, bien sûr, toute la famille chrétienne catholique, mais le monde entier en général, bien sûr. Pour le départ du pape François, 1936, 2025, 88 ans, voilà, sur la terre des hommes. Il part avec tout ce que nous gardons de beau, de chic, de puissant dans ses paroles, dans ses évangiles et tout. En tout cas, merci d'avoir apporté cette belle petite touche à l'Église catholique. Alors, la suite, ça va être avec Sandrine Adon, qui va nous parler. On va parler d'abus de confiance, on va parler de vol, on va parler d'escroquerie. Et on va voir comment est-ce que ces éléments-là peuvent avoir une influence sur la dette. On va un peu parler de dette encore. Parce qu'on revient des fêtes, on revient de Pâques avant de partir. Peut-être jamais. Pas parce qu'on a quitté Abidjan que c'est resté là-bas. Donc quand on est revenu, il faut penser à régler sa dette. Mais il y a des dettes qui peuvent provenir de certaines infractions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Merci beaucoup, Sandrine Adon. Voilà, voici un peu le petit programme. Entre-temps, nous allons vous faire un petit point du FEMUA qui a eu lieu, qui s'est déroulé depuis le mardi dernier. Voilà, et ce jusqu'à dimanche avec ce grand concert à Daloa. On en parlera dans cette émission. Allez, petite pause, on se retrouve dans quelques instants. Moi, je vais marquer aussi une petite pause. J'ai des comptes à régler avec Claudia Nguessan. Donc, je vais sortir... Bon, vous avez plus de 10 minutes en tout cas pour le faire. Plus de 10 minutes? Oui. Ah, Claudia, plus de 10 minutes, tu es foutu avec moi. Merci beaucoup, à tout de suite. Magazine éducatif, Épelle-moi. Épelle-moi Côte d'Ivoire est un jeu concours national d'orthographe lexicale. Une compétition orale d'épellation qui célèbre la maîtrise de la langue française et renforce les compétences en orthographe, vocabulaire et grammaire. Gaspillage. Le genre et le nombre. Ce jeu concours éducatif et enrichissant inspire et transforme notre jeunesse en quête de connaissances. B-E-R. Absorber. Diffusion tous les mercredis à 16h sur RTI 1. Bonjour et bienvenue sur RTI 1 ce mercredi. Nous sommes très honorés d'être en compagnie des enfants qui nous arrivent de la commune du Plateau. Tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater. C'est tout? Tu dis quoi? Tiens. Tous les gars, t'es pas boulingue, tiens. Coucou les petits commandos de Jésus, je serai avec vous à Awané ce mercredi 15h05 aussi RTI 1 avec Tata Naomi. Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic avec Tata Naomi.
Bonjour à tous et merci de vous retrouver. Nous sommes très contents de reprendre langue avec vous après ce week-end pascal et c'est en compagnie de Dr Topé pour l'intégrale de cette semaine. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Comment ça va? Très bien, merci. Ça s'est bien passé hein? Oh bien sûr, bien passé. Pas trop fatigué? Oh non, ça va. Bon justement, donc on a la pêche pour aborder les sujets que nous avons sélectionnés aujourd'hui et bien évidemment, docteur, on démarre avec la disparition du pape François qui s'est éteint hier lundi de Pâques à 88 ans. Effectivement, le pape François s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. On retient quand même l'image d'un pape des pauvres. Oui. Un pape des pauvres. C'est ça son combat principal. Exactement. On retient l'image d'un pape qui avait à cœur de justice sociale dans le monde. Oui. On retient l'image d'un pape qui aimait la paix, la paix sociale. On retient l'image d'un pape qui était aux côtés des immigrants. On retient l'image d'un pape qui se battait pour une réforme de l'Église catholique avec l'ouverture à tous. L'ouverture à tous, hein, et je veux dire, son mandat aussi à la tête de l'Église catholique aura été marqué par plusieurs coups d'éclat, si on peut le dire comme ça, parce qu'il avait pris position notamment pour les personnes LGBTQ, hein, qui avaient demandé qu'on bénisse ces personnes-là, et ça avait créé un tollé au sein de l'Église. D'où son ouverture, quand on dit ouverture à tous, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'avec le pape François, il avait autorisé la bénédiction des couples homosexuels. Il avait autorisé à ce que des transgenres, des personnes transgenres soient baptisées. Vous comprenez un peu, reçoivent des bénédictions dans l'Église. Et sur la question, il était justement en bisbille avec les chrétiens catholiques, le clergé africain. Catholiques, parce qu'ils ont dénoncé cela, ils ont dénoncé le fait que le pape François veuille imposer des vertus occidentales à l'Afrique. Et je pense que sur ce point-là, le pape François n'était pas en accord avec le clergé africain, qui a même pondu, il y a eu plusieurs communiqués qui ont été pondus quand il s'est agi justement de la question. Et ici, en Côte d'Ivoire, je pense que nous sommes beaucoup touchés parce qu'il y a une forte communauté catholique en Côte d'Ivoire. Et il y a le cardinal Bessi. Dogbo, chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Exactement. Fait cardinal, il a été créé cardinal, je pense, en décembre 2024. En tout cas, il n'y a pas longtemps. Par le pape François. Par le pape François. Et donc, certainement qu'il ira aussi pour faire partie du conclave de cardinaux qui vont élire le prochain pape. Mais justement, avant d'y arriver, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rendu hommage au pape François, un pape François qu'il avait reçu, on se souvient, à Rome, et avec lequel il avait eu des échanges assez intéressants. Le pape François qui avait prié notamment pour la paix en Côte d'Ivoire. Exactement. Le pape François qui avait prié pour la paix en Côte d'Ivoire, qui avait reçu, vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la République, Alassane Ouattara. C'était un pape des Africains. Mais ça se comprend parce que le pape François était un pape sud-américain. Un argentin, quoique de parents italiens. C'était un pape jésuite, un pape sud-américain. Donc sa proximité avec l'Afrique, avec les pauvres, vous comprenez, c'était naturel. Et pour la Côte d'Ivoire, il reste une forte image, une grande image, une icône ici dans l'Église catholique et pour tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et justement, le 266e pape qui est décédé hier et qui, malgré tous les courants qui auront peut-être bousculé son passage à la tête de l'Église catholique, restera ancré dans les mémoires pour son combat pour les pauvres et surtout pour l'inclusivité au sein de l'Église catholique. Allez, paix à son âme, pape François. Et puis on attend le prochain, voilà, parce que après 20 jours après le décès du pape, le clergé se réunit, les cardinaux qui ont moins de 80 ans se réunissent. À la chapelle Sixtine. Exactement. Là-bas, ils vont décider de qui sera le prochain chef de l'Église catholique. On attend la prochaine fumée blanche, donc on attend le prochain pape. En attendant, bien évidemment, on va passer par la période des obsèques du pape et on se fera fort, bien évidemment, de relayer tout cela ici à Matin Bonheur. Et puis, on passe à un autre sujet, docteur Topé. Celui-là, il est relatif à la visite du représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Santos Simao, qui était à Abidjan en fin de semaine dernière et qui a rencontré plusieurs acteurs, dont le chef de l'État, Alassane Ouattara, qu'il a rencontré en premier. Il a rencontré, vous l'avez dit, plusieurs acteurs de la vie politique ivoirienne, notamment le chef de l'État. Et je pense que le chef de l'État a rassuré le diplomate quant à la prochaine tenue des élections. Il a dit et il a répété, il le répète quand il en a l'occasion.
il promet des élections apaisées, il promet des élections transparentes. Et pour ce faire, il a encore répété cela au diplomate qui est venu là au nom du représentant du secrétaire général de l'ONU. C'est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et je pense qu'il a pris bonne note. Il a pris bonne note des bonnes dispositions ici dans le processus électoral. Et parce que la Côte d'Ivoire, le chef de l'État l'avait déjà dit, tout est mis en place. Et je pense aussi qu'il a rencontré le président de la CEI, qui l'a rassuré quant à l'organisation pratique et technique de l'élection. Mais justement, avant de rencontrer le président de la CEI, au sortir de l'audience avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a dit, je le cite, eh bien, la Côte d'Ivoire est en bon chemin pour préparer des élections paisibles et les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. C'est justement après toutes les assurances données par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Oui, mais parce qu'il faut le dire, le chef de l'État n'est pas à sa première élection. Voilà, donc il a outillé, la CEI est suffisamment armée pour organiser des élections en Côte d'Ivoire. Et le chef de l'État l'a réitéré au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et justement, vous avez parlé de l'entretien qu'il a eu avec le président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Koulibaly Kuibiat, qui lui aussi a donné des assurances, vous le disiez tantôt, quant à la bonne organisation de ces élections. Parce que M. Kuibiat, actuellement, justement, il rencontre quelques difficultés au sein de son institution. On le rappelle, récemment, la sortie de principaux partis. Les représentants du PPACI et du PDCI-RDA. Exactement, de l'institution. Et donc, actuellement, il est en passe à une crise. Et je pense qu'il a déjà commencé à la résoudre. Il a entrepris déjà des tournées d'informations. Il a rencontré les religieux, il a rencontré les chefs traditionnels, justement pour expliquer le processus et surtout taire toutes les tensions qu'il y a en ce moment. Donc, je l'ai dit, la CEI est suffisamment armée pour organiser des élections. Et le président Kuibiat a profité de l'occasion pour lui aussi donner beaucoup d'assurance au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et le secrétaire général, le représentant du secrétaire général de l'ONU qui aura passé 2 jours en Côte d'Ivoire, après le chef de l'État et après le président de la commission électorale indépendante, il a rencontré aussi des acteurs politiques de premier plan, notamment de l'opposition, notamment le président du PPACI, l'ex-président Laurent Gbagbo, et la coalition pour une alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire, représentée par Simone Gbagbo. Voilà, exactement. Et je pense que ces différentes figures de l'opposition ont exprimé leur inquiétude aux diplomates. Pour ces figures-là, il faut ouvrir davantage la CEI. Et ils ont posé le problème, le PPACI notamment a posé le problème de l'inscription sur la liste électorale de son leader. Et je pense que la question est en train d'être étudiée, on attend de voir. Tout compte fait, le conflit électoral est ouvert. Je pense que le contentieux est en train d'être réglé. Et certains gens ont eu leur premier résultat concernant leur demande de rejet ou d'inscription à nouveau sur la liste électorale. Et la CEI continue de travailler sur ces différentes questions. Je pense qu'après la CEI, les différentes personnes désireuses encore de refaire appel, ils ont les tribunaux pour saisir d'autres juridictions compétentes pour toujours régler le contentieux électoral. Donc, de la CEI, actuellement, le terrain là, du contentieux se joue sur le terrain judiciaire, notamment dans les tribunaux. Justement, en parlant de terrain judiciaire et de tribunaux, il faut rappeler que c'est aujourd'hui que le président du PDCI, il y aura une audience justement pour débattre de la question de sa radiation ou non de la liste électorale, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont porté plainte contre lui. Et c'est ce mardi 22 avril que l'audience statuera sur cette question. Exactement, mais il y a déjà eu des décisions qui ont été prises sur la question de l'inscription sur la liste électorale du nom du président du PDCI-RDA. Donc, M. Tidiane Thiam. M. Tidiane Thiam, je pense que la juge a essayé de démontrer déjà que son nom était déjà inscrit sur la liste électorale. Mais comme en interne, il y a des conflits internes, dans le parti du PDCI, et je pense que la juge a demandé à ce que ces problèmes internes-là soient résorbés au fond devant les tribunaux avant de venir encore relancer encore ce débat-là. Mais je pense qu'on sera encore situé. Il y a plusieurs audiences, plusieurs procès qui concernent le président du PDCI. On attend de voir la suite.
Et justement, la première étape pour voir cette suite-là, ça sera aujourd'hui au cours de cette audience. On revient à la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et justement, au sortir de cette activité qu'il a menée en Côte d'Ivoire pendant ces 2 jours, eh bien, l'essor estime que l'opposition a pris une douche froide parce que toutes les revendications qui étaient portées par cette opposition-là, eh bien, n'ont pas été prises en compte ou bien elles n'ont pas connu de suite favorable. Oui, c'est la position du journal Le Sort oui. qui pense que l'opposition a pris une douche froide et que toutes les revendications n'ont pas connu de succès, n'ont pas connu de suite favorable. Oui. Voilà. Mais bon, je pense que c'est la position d'un journal. Et on attend de voir, j'aime bien le dire, on attend de voir. Et déjà là, tout qu'on fait, le processus suit son cours. Oui. Certains n'ont pas le nom sur la liste électorale, mais je pense que le président de la CEI l'a déjà dit, hein, le processus ne va pas se faire en dehors des textes de la Commission électorale indépendante. Oui. La Commission électorale indépendante a des textes. Il y a des lois concernant l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Et donc, tout va se jouer justement autour des textes. Et bien entendu, on continue d'appeler les différentes parties prenantes au processus électoral à la négociation, au dialogue pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, eh bien, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a dit que la Côte d'Ivoire était en bon chemin pour des élections apaisées et c'est tout l'espoir qu'on a pour la Côte d'Ivoire que des élections se passent dans le calme et dans la tranquillité. Renaud, il est également revenu sur cette affaire de terrorisme en Afrique de l'Ouest. Oui. Et c'est un élément important. À aborder, oui. C'est un élément important à prendre en compte parce que justement, avec les différents pays de l'AES qui sont les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, et dans un processus électoral, on sait déjà les crises qui peuvent en découler et les différentes ramifications que cela pourrait engendrer. Mais donc, c'est important, il a rappelé, justement, le diplomate a rappelé à plus de vigilance. Il appelle à plus de vigilance et à plus d'actions pour endiguer et surtout des actions concertées, avec tous les pays de la sous-région justement pour pouvoir endiguer ces terrorismes qui souvent utilisent des terreaux fertiles tels que la division au sein des pays et au sein des frontières pour pouvoir. Mais je pense que déjà le gouvernement avait déjà anticipé. Hein. Oui. Vous vous rappelez que le 43e BIMA avait été rétrocédé à la Côte d'Ivoire et l'accent avait été mis sur la formation. Justement, la formation au sein de l'Académie de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Voilà. Et donc, nos forces de l'ordre sont en train d'être renforcées dans la lutte contre le terrorisme. Et justement, Et cela va faciliter et va aider pour l'organisation des élections, la sécurisation des élections en Côte d'Ivoire. Justement, sécurité et surtout vigilance pour ces élections en Côte d'Ivoire et surtout, scrutin apaisé et dans la paix, transparent pour que les élections, comme l'a dit le représentant du secrétaire général de l'ONU, pour que les populations puissent choisir librement leur représentant. Voilà. Allez, on s'attaque au dernier sujet de ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, c'est le report du congrès du RHDP, report qui a été annoncé récemment. Oui, je pense qu'il était initialement prévu pour le mois de mai. Pour le mois de mai, c'était les 17 et 18 mai initialement. Et là, il est reporté au mois de juin. Oui. Mais je pense que le RHDP se donne encore beaucoup plus de temps pour ficeler certaines choses en interne. Mais tout comme fait, le président Alassane Ouattara demeure le candidat naturel du RHDP. Et donc, tout se met en place autour du président Alassane Ouattara pour encore le confirmer prochainement dans le mois de juin. Mais je pense qu'il sera encore, besoin de plus de temps pour faire quelques petits réglages, pour changer un peu le fonctionnement en interne du parti, pour le rendre encore plus fort, encore plus vivace sur le terrain. Parce que les élections, ça se passe sur le terrain. Justement, et même si le président, comme l'avait dit, est le candidat naturel du parti, n'en demeure pas moins que jusqu'à présent, il n'a pas formellement dit s'il partirait il ne l'a pas dit, Renaud, pour cette élection. Mais il a dit, hein, je pense, pendant qu'il était en bonne santé. Voilà, et qu'il était encore prêt à servir la Côte d'Ivoire. Il était encore désireux de servir son pays. Et je pense que donc, naturellement, pour l'instant, il n'y a pas de figure qui va émerger contre la candidature du président Alassane Ouattara. Et on attend de voir
On attend juin pour la confirmation du candidat naturel du RHDP. Et justement, parmi les raisons évoquées pour le report de ce scrutin, il y a notamment la mise en place d'un comité scientifique pour la préparation du congrès, et aussi des questions logistiques et autres qu'il faut mettre en place. Des petits réglages pour aller à la convention qui va confirmer, je pense, la candidature du président Alassane Ouattara pour le RHDP. Donc, docteur Topé, le médium qui parle de confirmation, nous on attend que ce soit formel et qu'au sortir du congrès du mois de juin 2025, qu'on nous dise exactement que c'est le chef de l'État Alassane Ouattara. On se retrouvera ici. En tout cas, on se retrouvera pour en parler. Voilà, il sera plébiscité. Il sera plébiscité pour représenter le RHDP à la future élection présidentielle. Et justement, ça confirmera et ça complétera la liste de tous ceux qui se sont déjà déclarés comme candidats à l'élection présidentielle pour le scrutin présidentiel d'octobre 2025 qu'on souhaite, on l'a dit, apaisé et surtout rassurant pour toutes les populations qui vivent sur les 322 463 km². Un point de cohésion sociale, comme on l'a vu avec le FEMUA à Daloa. Oui, le FEMUA justement qui s'est refermé hier à Daloa et là-bas les spectacles qui ont été proposés étaient à la hauteur de cette 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, organisé, on le rappelle, par la team Magic System. Oui, à Salfo et la team Magic System. Et on a vu aussi que le président du conseil régional, Mamadou Touré, le ministre, était très impliqué. C'est justement grâce à lui que cette délocalisation a pu être possible pour permettre aux populations du Haut-Sassandra de bénéficier. Il a dit toute sa joie de voir la cohésion sociale autour d'un événement musical. Donc je pense qu'on sera dans la même couleur avec les élections d'octobre 2025. Qu'on l'espère, surtout l'ensemble du territoire national. Docteur Topé, merci. Merci Renaud. Et puis on a été très heureux de vous servir ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On fait la passe à Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Et cette passe, on la prend avec beaucoup de plaisir pour la suite de cette émission. Merci beaucoup, Docteur Topé. Merci. Et puis, merci Thierry. Pour toutes ces informations, enfin, je vais dire, ce décortiquage, permettez-moi le mot. On essaie de vous donner, bien sûr, de décortiquer. Je sais pas, j'aime bien ce mot. Ça permet de tout savoir. Ça ramène au côté BT aussi. On décortique le riz, le riz local et tout ça. Ça, c'est une attaque ce matin. Ça, c'est une attaque. Non, ce matin, on ne mange pas le riz, on boit du café. Comment? Ce matin, on ne mange pas du riz, on boit du café. Bon, moi, si j'ai du riz à manger ce matin, je ne vais pas m'en priver. Non, mais souvent, je sais que Jonathan Naoum, je ne sais pas, excuse-moi, très cher ami, mais le riz couché, avec la sauce graine, on appelle ça « attends-moi en bas ». On met la sauce, on met le riz blanc dessus, à petit feu, tu vois, et puis ça fait un bon petit truc. Quand tu prends la cuillère que tu mets dans le riz, quand tu sors la sauce en bas... Avec le gratin en bas. Le gratin de la sauce. Attends-moi en bas. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de manger du riz couché ce matin. En tout cas, bon appétit pour la suite. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci très cher Renaud. C'était l'intégrale de la revue. Pour la suite dans cette émission, tout à l'heure, on fera un petit point. C'est vrai qu'ils ont parlé un peu du FEMUA. Ici, on fera un petit JT du FEMUA, juste un tout petit peu. Et on aura à parler un peu de droit. On parlera de dette, d'abus de confiance et tout, en compagnie de Sandrine Adon. Ce sera juste après l'agenda. À tout de suite. Le paludisme, communément appelé Diokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et de ses partenaires avec l'appui financier de l'USAID. Sous la présidence du ministre Pierre Demba, le ministère en charge de la Santé et ses partenaires organisent la 18e journée mondiale de la lutte contre le paludisme, vendredi 25 avril à partir de 10h à la place Fouquier de Montezo. Le paludisme doit se terminer avec nous. Ensemble, réinvestissons, réimaginons, rallumons l'espoir d'une Côte d'Ivoire sans paludisme.
Un jour, le Barça sourira. Non, me dis pas ça. Comment ça? 45 minutes. Jeune homme, si tu as du temps, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'un jeune garçon qui rentre du pays avec sa grand-mère. TV5 Monde Plus a des histoires à vous raconter. Cinéma, séries, documentaires, fictions africaines et francophones, disponibles partout, gratuitement. TV5 Monde Plus, la plateforme gratuite à découvrir. Téléchargez l'application ou connectez-vous sur la plateforme tv5mondeplus.com. De retour dans cette émission pour la suite de Matin Bonheur, j'ai dit on va faire un petit point de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, il faut le dire. Ce festival a démarré mardi avec une cérémonie d'ouverture, voilà, grandeur nature comme à l'accoutumée. Mais d'abord, une émission de lancement qui a été faite ici à la RTI. Voilà, RTI, diffuseur officiel, encore une fois, rebelote pour cette année 2025. Le thème pour cette année est civisme et sécurité routière, donc des panels, des discussions autour de ce thème. Carrefour Jeunesse pour sensibiliser les jeunes sur ce sujet très important. Du sport aussi avec un tournoi, voilà, remporté par notre chaîne consoeur NCI. Et il faut aussi dire tout simplement que ça a été de grands moments à partir de vendredi dans ces grands concerts qui ont eu lieu là-bas à l'INJS. Sinon, il y a eu cette belle soirée en hommage au pays invité qui est la Guinée. 300 personnes, une importante délégation, 8 ministres venus spécialement de la Guinée pour montrer tout simplement la belle culture Soussou, Bresser, Peul, forestière bien sûr, de ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Parlant des concerts, vendredi donc, première heure, alors on va égrener comme ça les images de tous ces artistes que vous avez pu avoir sur la scène. Image 1, c'est parti. À vous proposer un débat Conan. Et oui, ça a été la petite touche tradie. Cette année, oui, le FEMUA Tradi a eu lieu, certes, à Daloa, un peu aussi ici à Abidjan, à Débat Conan qui était sur la grande scène pour faire montre de son talent. On a fait Paquinou un peu avec cet artiste, donc on lui dit félicitations pour cette première grande scène au FEMUA. Image 2 maintenant. Il s'appelle Smarty. Il était avec son compagnon, on le sait, hein, depuis plusieurs années. Ils se sont maintenant séparés, Mamdoé et Smarty. On se rappelle bien de ce duo, Smarty, donc, qui a été Koundé d'Or 2023, était en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour le FEMUA. Une autre grande scène pour cet artiste qui participe à cette édition. C'est un habitué de la scène pour l'enfant né ici à Abidjan, à Dembokro. Ça, il faut le signifier. Troisième image maintenant. Angélique Kidjo, que vous avez eu bien sûr sur la scène, ça a été un grand spectacle pour cette femme. Et oui, 66 ans, elle a fait bouger bien sûr cette grande scène du FEMUA et on a pu la voir hein, sur cette scène avec cet accompagnement musical en compagnie de Roselyne Layo, oui, sur cette chanson « On sera là ». Angélique Kidjo, bien sûr, on l'a dit, hein, qui était venue spécialement. Ça a été un véritable marathon pour voir cette diva de la musique, de la world music, on va le dire ainsi, plusieurs fois Grammy Award, véritable référence lorsqu'on parle de musique chez nous en Afrique certes, mais dans le monde plus généralement. On passe à une autre image. Voilà, Takana Zion qui nous est arrivé de la Guinée. Takana Zion qui fait partie de ces 300 personnes venues spécialement de la Guinée. Donc, le Alpha Blondie du reggae du côté de la Guinée. On poursuit rapidement avec les autres images à vous proposer ici dans cette émission. Prochaine image donc, Marieta Kassi, la chantre Marieta Kassi, première scène le vendredi déjà, première grande scène pour cette chantre de l'Éternel. On l'a connue bien sûr dans plusieurs chœurs ici en Côte d'Ivoire. Elle a sorti son premier album il y a peu et c'était une belle expérience pour cette grande dame. Allez, on poursuit la prochaine image. Il s'appelle Lil J, révélation bien sûr pour ce FEMUA. Oui, après le palais de la culture, Lil J, bien sûr, c'était au FEMUA pour le plaisir de tous les fans du rap ivoire, de la variété et tout. Allez, prochaine image.
Il s'appelle Lato Crespino, vous le reconnaissez, le Zouglou était de mise aussi dans cette autre édition du FEMUA. Donc, félicitations bien sûr à Lato Crespino. Et je pense qu'on va terminer avec une autre image dans cette émission. Caris, voilà, c'était Abidjan, c'était Dalois. Caris qui est déjà rentré sur Paris. La petite touche aussi avec le rap, voilà, deuxième participation de cet artiste après l'étape de 2019. Et on termine maintenant avec une autre image qui va faire plaisir à Gerson Boussou qui réalise cette émission. C'était bien sûr Imra, voilà. C'était du monde venu de partout pour cet artiste qui a été et à Abidjan et à Dalois. Et on termine avec José Priscille, voilà, qui était aussi de la partie. Voilà, José qui était et à Abidjan et aussi à Dalois. C'était le petit journal du FEMUA à vous proposer. Maintenant, on passe au droit. À tout de suite. Elle est avec nous aujourd'hui. Avec elle, on va parler de droit, mais oui, et surtout d'abus de confiance, d'escroquerie, hein, tout ça lié à notre sujet de la semaine dernière. Exactement. On n'a fait pas qui nous, on est revenu à nos problèmes. Sandrine Adom. Oui. Alors, deux petites questions avant de passer à des cas pratiques. D'accord. Alors, que faut-il entendre par abus de confiance, vol ou escroquerie, hein? Y a-t-il une différence? Et que dit le droit ivoirien? Oh oui, d'accord. Alors, il y a une différence. Déjà, il y a une différence. Il y a une différence, bien sûr. On a tendance à dire que quand deux choses ne portent pas le même nom, c'est que ce n'est pas la même chose. OK. Donc, on a l'abus de confiance, on a le vol, on a l'escroquerie. Toutes ces trois situations-là sont des atteintes au bien. Et ce sont des infractions. Donc, ça veut dire que c'est susceptible d'emprisonnement, de paiement d'amende. Maintenant, la différence va se trouver dans la manière dont ces infractions-là sont commises. Le vol, ce qu'on prend ou ce qu'on connaît la plupart du temps, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, dans le vol, il faut qu'il y ait cette action de soustraire une chose sans que la personne ne le sache. Donc, on le fait par des moyens détournés. Le téléphone est là, je distrais la personne et je récupère le téléphone. Là, je suis en train de voler. Donc là, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Dans l'abus de confiance, alors il va s'agir d'une sorte de remise volontaire, c'est-à-dire qu'on me remet l'argent, soit pour garder, pour l'utiliser, pour un but précis en fait. C'est comme s'il y avait une sorte de contrat sous-jacent. Donc on me remet cet argent-là pour que je puisse faire quelque chose ou pour que je puisse garder cet argent-là, soit à charge ensuite de rendre ou bien d'accomplir quelque chose de bien précis. Et moi, au lieu d'utiliser cet argent-là pour ce pourquoi on me l'avait donné, je l'utilise à d'autres fins. Là, on est en train de parler d'abus de confiance. Mais il y a déjà eu la remise de l'élément en question. Dans le cas de l'escroquerie, qui est le troisième point, moi, je viens faire miroiter l'existence de quelque chose. Par exemple, dire qu'il y a une grosse affaire. On est à Abidjan, on aime bien les affaires. Il y a une grosse affaire, les grosses affaires, quelque chose qui va rapporter beaucoup. Donc, si tu donnes ça, tu auras ça en retour. Mais je promets, ou alors je suis tant, je suis madame tant, je suis monsieur tant, je peux faire ça. Donc, si tu me donnes ça, tu auras ça en retour. Et à partir de ce moment-là, la personne me remet cet argent-là et bon, soit je disparais. Et en tout cas, je ne lui restitue pas son argent. Et ce que j'ai fait miroiter n'existe pas. Ou alors, je n'ai même pas la qualité que je prétendais avoir. Dans ce cas-là, on est en train de parler d'escroquerie. Donc, au fond, on a tendance à dire « il m'a volé » dans toutes ces trois situations-là. Or, c'est différent. Donc, la difficulté, c'est que si on n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit, il sera bien difficile de poursuivre honnêtement ou bien valablement cette personne. Parce qu'au niveau de la sanction pénale, c'est différent. Pour le vol, on va jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Pour l'escroquerie et pour l'abus de confiance, on va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc, voilà, pour la base. Pour la base. Pour mieux comprendre ces trois expressions. Alors, pour la suite, on va aller à des cas pratiques. Il n'y a pas de problème. Pour mieux comprendre encore ce que vous êtes en train de nous expliquer là. Alors, premier cas dans cette émission, afin de bien paraître au village pendant les fêtes de Pâques, bien sûr. Nous sommes dans le moment, Fété a pris de l'argent à l'homme avec qui elle vit, à son insu. De retour du village,
Kwame Kan, son concubin, veut la poursuivre pour vol. Selon Fete, elle ne peut que rembourser, elle ne peut pas rembourser car la loi la protège. Kwame Kan estime qu'il y a vol, même si elle est très proche de lui. Il veut la faire condamner et obtenir son argent. Donc, terre à terre, il veut faire condamner sa chérie. Voilà, pour vol, de manière simple. Alors, n'oublions pas qu'on est en train de chercher à établir la corrélation qui peut exister entre ces situations-là qui sont des atteintes au bien et la dette qui peut en découler. Donc ici, on a quelqu'un qui est sa chérie et un chéri et une chérie, on va le dire comme ça, mais qui ne sont liés par aucun lien légal. Donc il n'y a pas de mariage. Rappelons-nous, on l'a déjà dit dans cette émission, on ne peut pas poursuivre son mari ou sa femme pour vol, immunité familiale. Or ici, ils ne sont pas mariés légalement, peu importe le lien de promiscuité qu'il peut avoir entre les deux. Donc ici, il peut valablement la poursuivre pour vol. Et donc, Fete a vraiment volé son argent, puisque par la définition qu'on a donnée tout à l'heure, on a dit que le vol, c'est quoi? La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Fete a pris son argent à son insu. À aucun moment, il n'est dit dans le cas qu'elle lui aurait demandé ou qu'il lui aurait remis cet argent. Donc, les éléments constitutifs du vol sont présents. Donc, il pourra valablement la poursuivre pour vol, vu qu'il n'y a aucune protection à elle, son niveau. Et ensuite, parce que justement, c'est de l'argent qui ne lui appartenait pas qu'elle a récupéré, au plan civil, il y a une faute qu'elle a commise à son encontre. Donc, il pourra demander réparation au niveau civil, donc obtenir également des dommages-intérêts en plus de sa condamnation. Donc, c'est comme s'il y avait deux éléments qui se superposaient. Parce qu'elle a commis une infraction, elle va subir la peine de l'infraction, et ça n'annule pas le fait qu'elle ait pris son argent. Donc, à partir de ce moment-là, il peut demander remboursement et réparation parce qu'elle a vraiment pris l'argent qui ne lui appartenait pas. Alors, vous me direz si la loi prévoit quelque chose dans ce sens ou pas. D'accord. Étant donné qu'il y a quand même un lien, c'est vrai que ce n'est pas protégé par la loi. Ce n'est pas un mariage, ce n'est pas quoi que ce soit, mais il y a quand même un petit lien entre les deux. On peut le considérer quand même un petit lien. Est-ce que devant la loi, on peut quand même s'entendre? On peut essayer de trouver un arrangement. La transaction existe. C'est-à-dire, avant même qu'on arrive au procès, c'est possible de transiger, de trouver un arrangement. Il n'est pas obligé. En fait, l'action publique, c'est-à-dire que quand on va porter plainte contre quelqu'un pour qu'il soit condamné à la suite d'une infraction, c'est ce qu'on appelle l'action publique. Donc, la procédure publique. L'action publique n'est pas, comment on va dire ça, ce n'est pas une obligation. En règle générale, c'est le procureur qui poursuit pour qu'on ait une certaine stabilité, pour empêcher la personne de recommencer plus tard. Mais si vous ne portez pas plainte, que vous demandez seulement remboursement de votre argent, on n'ira pas jusqu'à ouvrir une action publique. Donc là, c'est possible. Il peut simplement faire une action civile et puis demander qu'elle lui donne. Parfois même, ils ne sont même pas obligés d'aller jusqu'à la justice. Voilà. Mais en règle générale, c'est parce que les gens n'aiment pas s'entendre. Sinon, si on s'entend sur un règlement pour dire que oui, je reconnais ma dette, on n'est pas en train d'encourager les gens à voler. Ça, on est d'accord. Mais vu qu'il y a une somme d'argent à rembourser, que vous tenez à votre argent, vous pouvez signer une reconnaissance de dette. Vous pouvez à partir de là dire que voilà, je m'engage à payer, proposer une sorte d'échelonnement. Et si l'autre personne ne paye pas, il pourra faire des procédures d'injonction pour l'obliger à payer, à faire des saisies par des voies d'exécution. Ce sont des éléments qui permettent de recouvrer sa dette, de recouvrer sa créance, l'argent qu'on nous doit. Donc, on n'est pas toujours obligé, pour le remboursement en tout cas, ou bien pour obtenir notre argent, on ne va pas au pénal. Mais quand on va au pénal, c'est pour la sanction de l'infraction qu'on a commise. Voilà. Mais cela n'annule pas. Non, cela n'annule pas le fait qu'on nous doive de l'argent. Donc, il peut le faire valablement, mais ici, comme il a dit qu'il veut la poursuivre, qu'il veut forcément l'enfermer, la faire enfermer en griffe. Donc, s'il veut, il a le droit de faire une action publique. C'est son droit, on ne peut pas lui enlever. Voilà, il a le droit de porter plainte. S'il ne veut pas porter plainte non plus, il peut seulement aller au civil, ou alors, ils ne sont même pas obligés d'en arriver à une action judiciaire. Ils peuvent s'entendre pour le règlement de la dette. Ça peut être quelque chose d'extrajudiciaire. On imagine que l'amour est fini là.
à cet instant. C'est possible. Un autre cas. D'accord. Ada a utilisé l'argent que Gadji lui donnait pour garder, à charge de récupérer à d'autres fins. Elle a d'ailleurs été emprisonnée. Gadji veut savoir si elle peut toujours réclamer son dû. Elle veut d'ailleurs proposer à Ada un paiement de compensation. Alors, ici, on le dit déjà, elle a été emprisonnée. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle a commis un abus de confiance. Donc, on lui remettait de l'argent pour garder à d'autres fins. Elle a utilisé à d'autres fins. Voilà. Donc, ce n'était pas à elle, c'était bien précis. Garde mon argent, après, je vais prendre pour faire ça. Elle a utilisé pour faire ce qui lui plaisait. Oui. Et donc, elle a été emprisonnée pour cela, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que l'autre peut récupérer son argent? Oui, vu qu'il y a un élément de base. J'ai remis mon argent à quelqu'un, il faut que je récupère mon argent. Donc, la sanction pénale n'annule pas le fait qu'on puisse me rendre mon argent. Maintenant, ce qu'elle propose en plus, parce qu'il faut le dire, ce qu'on appelle éteindre la dette, ça veut dire exécuter l'obligation qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Donc, ici, elle demande en fait si elle peut se faire payer par compensation. La compensation, c'est une manière d'éteindre sa dette. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous doit, la personne peut venir vous remettre directement l'argent, ce qui est normal. Mais la personne peut également vous proposer des méthodes de compensation. C'est quoi la compensation? La compensation, je dois à Thierry. Thierry me doit en retour. À partir de ce moment-là, il va avoir une sorte de... En fonction de ce qu'il me doit et de ce que moi je lui dois, on va avoir une compensation pour que la dette, nos deux dettes s'annulent réciproquement. C'est ça la compensation. On compense ce que je dois parce que lui me doit. C'est ça une compensation. Mais ici, comme je l'ai dit, il faut deux situations. Il faut que l'autre en retour me doive aussi et que moi aussi je sois en train de lui devoir pour qu'il y ait compensation. Dans le cas de Ada, à aucun moment on ne nous dit que Gadji lui doit quelque chose, disons Ada doit quelque chose à Gadji en retour. Oui. Donc à partir de ce moment-là, elle ne peut pas proposer de paiement par compensation. Okay. Donc pour compenser, il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre. En même temps que l'autre me doit, moi aussi je lui dois. Donc si c'est par exemple 10 000 francs que moi je dois, que l'autre me doit 5 000, on compense et les 5 000 restants, c'est ce que celui qui doit va payer. Donc on a compensé en fonction du montant le plus faible. Okay. Mais ici, rien n'est de compensation possible puisqu'on n'a pas cette information. Si par ailleurs ou par extraordinaire, il y avait une sorte de réciprocité dans la dette d'une part et d'autre, on pouvait y penser. Mais ce qu'elle peut faire par contre, c'est proposer ce qu'on appelle une dation en paiement. Ce sont de petites techniques. Au lieu de prendre de l'argent ou bien au lieu de donner de l'argent, je dois 20 000. Je n'ai pas 20 000, mais j'ai une chaussure qui coûte 20 000. Est-ce que tu acceptes de prendre? C'est ça la dation en paiement. Donc, je remplace l'argent par quelque chose de pratique. Mais vu qu'il y a une question, on peut ne pas accepter. Voilà. Si justement, l'autre n'est pas obligé, on ne vient pas déposer, je te devais 20 000. Tiens, la chaussure-là coûte 20 000, débrouille-toi. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que la personne accepte pour que ça se fasse. Mais ça, ce n'est pas de la compensation, c'est plutôt une dation en paiement. Voilà. Ce sont des petites techniques qui peuvent nous permettre de rembourser nos dettes facilement pour ne pas que les gens continuent de nous poursuivre partout. OK. Alors, Habib est un patron qui n'aime pas payer ses employés. Pour cela, il fait miroiter à ceux-ci des profits et utilise leur argent pour faire des investissements fantômes. Chaque fois qu'ils en réclament le revenu, celui-ci argue qu'il y a des problèmes sans jamais rembourser. Pour Habib, elle lui aurait alors fait une remise de dette lors d'un échange où le Afia, une de ses employés, lui dit « Je laisse pour moi à Dieu ». Afia veut savoir si c'est effectivement ce que cela signifie en droit et les autres employés veulent savoir les moyens dont ils disposent pour obtenir tout simplement le fonds, le paiement, le salaire. Oui, bien sûr. Et rappelons pour tout le monde, pour que ce soit clair, le salaire, c'est une dette d'aliment. Donc, si vous devez aux gens payer, parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre, et c'est pour ça qu'on ne peut pas saisir en règle générale tout le salaire de quelqu'un. Parce que c'est un besoin alimentaire. Si vous saisissez tout son salaire, qu'est-ce qu'il mange? Donc, il y a ça aussi. Donc, il faut le savoir. En tout cas, on aura des cas de figure où on va comprendre cette histoire de saisie de salaire. Oui, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des proportions, mais on ne va pas dire... Voilà. Donc, il faut faire attention. Merci. Allons-y. Ici, on a un patron indélicat. On va l'appeler comme ça. Parce qu'un patron qui n'exécute pas
sa part de prestation. C'est-à-dire que comme je travaille pour quelqu'un en retour, il doit me payer vu qu'il y a le lien de subordination. La fête du travail arrive, payer les gens. Oui. Donc, il y a cette situation-là qui s'oppose. Et en plus de ne pas les payer, il fait miroiter un gain. Tout à l'heure, on l'a dit, il utilise leur argent et il leur fait miroiter des gains possibles. On est de plein pied dans le troisième cas qui est l'escroquerie. Donc, en principe, il y a une infraction. Donc, ils ont le droit de le poursuivre pour cela. Mais ici, ce n'est pas ce qu'ils demandent. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas en train d'aller sur le volet pénal. Sinon, ils ont le droit de le poursuivre pour escroquerie. Parce qu'il leur fait miroiter quelque chose qui n'existe pas au fond. On parle d'investissement fantôme. Si ça n'existe pas, à quoi est-ce qu'il utilise les fonds qu'il récupère? Première question. Deuxième élément, après avoir dit à son patron, je laisse pour moi à Dieu, celui-ci estime qu'il y a quoi? Une remise de dette. Alors, c'est quoi la remise de dette? La remise de dette, ce n'est pas aller dire, je laisse pour moi à Dieu. Non, non, ça n'a rien à voir. Autant on reconnaît la dette par la reconnaissance de dette, autant la remise de dette, c'est une manière de dire à quelqu'un, ne paye plus. Tu me dois 7, mais ne t'exécute plus, ce n'est pas la peine. Et ça met fin à l'obligation. C'est rare, mais ça existe. C'est rare, on est d'accord, mais ça existe. Donc, c'est quelqu'un à qui on doit et qui de lui-même. Donc, c'est le créancier qui va dire au débiteur, je remets volontairement ma dette. Mais pour ce faire, il faut qu'il remette le titre, c'est-à-dire l'élément qui constate la dette. C'est par cette remise volontaire-là qu'on va dire qu'il y a remise de dette. C'est un document, c'est un titre. Donc ici, à aucun moment, Afiwa ne lui a dit, ou ne lui a remis quoi que ce soit. À aucun moment, elle n'a démontré par une quelconque action qu'elle est en train de remettre sa dette. Elle lui a simplement dit, je laisse pour moi à Dieu. Donc, il ne peut pas, lui, s'autoproclamer être remis de sa dette. Ce n'est pas possible. Maintenant, à côté, les autres ont toujours le droit. Et ça ne veut pas dire que parce qu'elle a parlé ou parce qu'il a pensé à une remise de dette, que la dette n'existe plus. Quand bien même ça aurait été une remise de dette, ça n'engage qu'elle seule. C'est-à-dire pour sa part qu'il lui doit. Les autres, ils ont toujours leur créance vis-à-vis de leur patron et ils ont le droit de faire toutes les procédures qu'on avait évoquées, plutôt l'injonction de payer, les saisies pour pouvoir récupérer leur dû valablement. Donc ici, il n'y a pas de remise de dette du tout. La remise de dette, ce n'est pas dire à quelqu'un « laisse tomber ». Si vous dites « laisse tomber », ça ne veut pas dire « ne paye plus ». Parce que si vous avez dit « laisse tomber », que vous avez entendu « tu ne me dois plus », que la prochaine fois il vient rembourser, vous n'avez pas le droit non plus de lui dire « mais tu m'avais dit laisse tomber ». Oui. Il n'y a pas eu de remise de dette. Justement. Alors, on va s'étaler un peu sur le cas des autres employés. D'accord. C'est vrai qu'on a plus ou moins donné la procédure. On va vraiment s'étaler là-dessus. Il n'y a pas de problème. Nous sommes nombreux. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer notre salaire, je veux dire comme ça, nos paiements? On se met en collectif, on va de manière individuelle, comment ça se passe? Vous avez le droit de faire des actions collectives. Mais si vous faites des actions ensemble, il va sans dire que vous ne vous détachez plus. Vous êtes une masse de créanciers. Oui. Vous partez tous ensemble. Donc, s'il y a des créanciers, en règle générale, quand on s'en va demander qu'il y en a qui sont soit des sortes de créanciers privilégiés, donc protégés, on va les payer en premier. Vous allez attendre votre tour. Mais rien ne vous empêche de faire une action individuelle. Vous n'avez peut-être pas envie que chacun porte sa bague. Mais vous y allez parce que c'est le salaire, il est personnel. Mais quels sont ceux qui sont créanciers privilégiés? Alors, en règle générale, quand on dit que quelqu'un est créancier privilégié, c'est parce que soit il bénéficie de garanties, de certaines garanties sur quelque chose. C'est ceux-là qu'on appelle des créanciers privilégiés. Donc, quand vous êtes dans une situation, en règle générale, dans le cas des sociétés, par exemple, une société qui est pratiquement en faillite, on va dire en liquidation, qu'on doit payer, on privilégie donc ce genre de créanciers-là. Mais dans le cas du salaire ici, rien ne vous empêche d'y aller en groupe. Mais seulement, si vous y allez en groupe, vous ne pouvez pas, au milieu de la procédure, dire que pour la même action, vous laissez tomber les autres. Et quand vous laissez tomber les autres ou vous acceptez des échelonnements, ça n'engage pas forcément tout le monde. Donc, vous êtes soit solidaires, on vous appelle des créanciers solidaires parce que vous avez décidé ensemble de mener cette action-là pour obtenir quelque chose. Donc, il faut vraiment faire attention. Soit vous y allez seul ou vous y allez en groupe. Mais comment ça se passe concrètement? Oui. Vous avez la possibilité de faire directement ce qu'on appelle une injonction de payer. Vous demandez un titre exécutoire. Donc, c'est un élément que le juge, donc c'est la justice qui vous délivre ça. Donc, on est en plein procédure judiciaire. Okay. Vous demandez un titre exécutoire qui, lorsqu'il vous est délivré, vous permet en fait dit
qu'il a l'obligation de vous payer. S'il ne s'exécute pas, vous partez vers ce qu'on appelle les voies d'exécution. C'est à partir de là qu'on pourra faire les saisies, soit on prend saisie, vente, saisie, acquisition. Il a des biens, on les cherche, on vous les donne pour les revendre. On fait des enchères et tout ça. On sait que souvent on en parle, mais ça existe, ce n'est pas que dans les films. Ça existe, c'est possible. Il y a des gens qui doivent vraiment. Donc il arrive qu'on saisisse des choses. Et comme on l'a dit, on ne pourra pas saisir tout son salaire, mais il y a des proportions, il y a d'autres biens, il y a des éléments qu'on pourra saisir pour pouvoir payer ces personnes-là. Mais avant même d'en arriver là, vous pouvez trouver des compromis de paiement, des éléments d'échelonnement. Vous n'êtes pas forcément obligé d'arriver devant le juge. Ça peut être des procédures extrajudiciaires. Entre vous, vous décidez. Voilà. Mais si vous arrivez devant le juge, il faut que ce soit une procédure judiciaire. C'est résolument la première étape de trouver une entente? Trouver une entente, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Dans certaines procédures, on va vous demander de tenter un règlement amiable, pas des modes alternatifs de règlement de conflit. Oui. Donc, on va tenter soit le règlement amiable, la conciliation. Quand ça n'aboutit pas, dans ce cas-là, on va vers le juge. Mais si vous pouvez trouver une solution entre vous, pourquoi y aller? En règle générale, on y va quand le débutant il est très récalcitrant. C'est là qu'on arrive, par exemple, M. Habib. Il n'a pas l'air très commode. Donc, dans son cas, est-ce qu'il peut facilement... Voilà. Est-ce qu'il peut facilement... Et si ce sont des employés, n'oublions pas que quand on est en droit du travail, on va devant l'inspection du travail. Oui, j'allais me demander à quel moment l'inspection du travail intervient. Voilà. Ici, si ce sont des employés, donc on ne va pas directement chez le juge normal. On va au niveau, on va d'abord devant l'inspection du travail. Et maintenant, lorsqu'on n'arrive pas à trouver une conciliation, l'inspecteur du travail va dresser un procès verbal de non-conciliation. Et avec ça, on va devant le juge pour poursuivre la procédure judiciaire. Merci beaucoup, Sandrine Adon. On va se mettre là. D'accord. Juste au milieu, parce qu'on a terminé, il est déjà 8 heures. Ah, OK, déjà. Ah oui, ça passe tellement vite. On va rapidement rappeler les gagnants du challenge matinal qui sont attendus pour récupérer leur lot. On a Luc Tognon, voilà, qui avait répondu à la question du 14 mars. Kofi Jules, qui a donné la bonne réponse pour la question du 7 février. Stéphane Gueye, également attendu pour récupérer son lot. Eh bien, ce sera ici que nous allons vous remettre vos différents lots. Voilà, ils sont déjà là. Vos lots vous attendent, donc venez les récupérer tout simplement. Merci beaucoup, Sandrine Adon. On peut jouer aussi? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Ah, OK. Comme les gens viennent prendre tous les jours. Mais j'ai une question très corsée. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne sera pas en droit. Bon, je vais chercher. On va chercher une question en médecine. Ah, mon petit frère est médecin, mon grand frère également. En sculpture. Je connais des gens de l'INSAC, je crois. On va terminer cette émission. Merci beaucoup à toutes les personnes de nous avoir suivis. Demain, on sera là, ce sera mercredi. Voilà, on aura un cours de mercredi à vous proposer. On n'oublie pas le rendez-vous, 7h, 8h. Et j'ai dit, comme à l'entame de cette émission, on dit merci à toutes les personnes qui prennent un peu de leur temps pour nous suivre. C'est important. N'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout. C'est le seul qui gère. Au revoir. Merci.